Salam alaikum, Azul, bonsoir. Même si elle n'est pas une science exacte, la prospective recourt à un ensemble de sciences, de méthodes, de statistiques, de feedback et de données de toutes sortes pour examiner et prévoir les probabilités futures pour toute action, pour toute projection. Cette méthode, si on peut dire, désormais enseignée dans plusieurs universités du monde et à laquelle recourent les plus grandes puissances du monde, leur permet de prévoir l'évolution future de leur propre société et celle de tous les autres pays du monde. La prospective, que certains scientifiques désignent sous le néologisme de futurologie, sert à toutes les grandes nations du monde pour affiner les éléments prévisionnels et pour limiter au mieux possible leurs effets pervers. Alors, pourquoi vous parlez de ça? De la futurologie, de la prospective, de cette tendance à la faire enseigner dans les grandes universités, de ce souci des grandes puissances à vouloir tout prévoir dans les moindres détails de tout ce qu'elles entreprennent. Tout. Oui, pourquoi je vous en parle? Alors, c'est pour mettre l'accent sur l'attitude inverse qui distingue le régime algérien et tous les systèmes prédateurs du monde comme lui, ces généraux qui sont aux antipodes de toute prévision possible parce qu'ils ne savent naviguer qu'à la godille, au pifométrique, au jour le jour, le nez sur le guidon et la visière de la casquette sur les yeux. Ils sont trop occupés à piller leur pays, leur chasse gardée, j'allais dire, trop pris dans les conflits qui déchirent leur clan, trop omnubilés à garder le pouvoir. Ils sont des médiocrates par essence. Ils ne peuvent s'accommoder de compétences, de rigueur. Ils sont allergiques à la jeunesse, à l'intégrité, incapables de mettre en place des systèmes structurés, organisés, qui ne soient surtout pas dans l'improvisation et qui ne confondent pas vitesse et précipitation. Et le premier des constats qui caractérise ce genre de système bidouillé, est l'insuffisance, voire l'absence de statistiques. C'est le cas qui résume très très bien la situation du régime algérien, où même le chef de l'État en personne ne sait pas ce qu'est le véritable chiffre du chômage de son pays. Où il ne sait même pas, tenez-vous bien, le nombre de sa population, puisque le dernier recensement de la population en Algérie date de 2008. Et j'en viens à ce que je voulais signaler en particulier. Tout le monde sait en Algérie et dans le monde entier que le chef d'État algérien n'est pas démocratiquement élu, mais désigné par les chefs de l'armée. Tout le monde le sait au point où c'est devenu un truisme que de le dire. Et donc, même si personne ne s'imagine que ces généraux puissent faire appel à un minimum de logique et de précaution avant de désigner le président, leur façade, leur fantoche, la logique la plus élémentaire, quand il leur a failli choisir quelqu'un pour remplacer Bouteflika au pied levé, à un moment où des millions d'Algériens étaient dans la rue, et après 2 mandats effectués par le même Bouteflika totalement impotent. La logique la plus élémentaire
aurait donc dû leur commander, dans leur propre intérêt, de choisir parmi leur nombreuse clientèle, leur grouillante clientèle, une personne relativement jeune, en bonne santé, qui ne soit pas compromise dans des scandales par trop gênants. Mais leur logique est tout autre. Ils ne sont obnubilés que par leur hantise de se faire virer par un président qu'ils auraient eux-mêmes choisi, mais qui pourrait prendre de l'importance et vouloir voler de ses propres ailes et se passer de leur tutelle. C'est pour cela qu'ils font juste le contraire de ce qui aurait dû leur être recommandé. Et c'est pour ça que l'ex-chef d'état-major a imposé Tebboune, dont l'âge, l'état de santé et la manipulabilité ont été des critères déterminants dans son choix. Aujourd'hui, c'est le retour de Manivelle. Ils sont face à un problème qu'ils ne pourront pas régler, à moins de repartir dans un feuilleton Bouteflika saison 2. Avec, dans le meilleur des cas, un Tebboune qui va régner par portrait interposé, puisque s'il ne trépasse pas, Baïdchar, à Dieu ne plaise, il ne fait aucun doute qu'il va passer par une très longue période de convalescence, qu'il va être extrêmement diminué et qu'il lui faudra des décideurs de l'ombre pour nous dire que c'est lui qui est aux commandes, comme du temps béni de Saïd et Gaïd. Gouverner, c'est prévoir, c'est voir loin, c'est voir demain et toujours se poser des questions quand on voit des éléphants roses. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. وكانت وليدة أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن. Algérie, un régime en crise, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'ai ici avec moi le docteur Abdelhak Sarrab, médecin, observateur politique. Merci d'être avec nous, docteur. Merci pour l'invitation, je Merci. Houssine Jidel, anthropologue, analyste politique. Houssine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons d'abord commencer par recevoir deux des Hirakis qui sont rendus ici à Paris auprès des consulats où la diaspora a commencé à voter, ou du moins où elle a été appelée à voter. Assia seulement est avec nous, donc elle va nous dire ce qui se passe, comment ça s'est passé. Merci d'être avec nous, Assia Gishout. Bonsoir, salam alaikum, Azul Fellaouen. Merci de m'avoir invité. Je viens juste de rentrer. Ah, on vous a vu tout à l'heure dans des vidéos, vous étiez à Strasbourg face au consulat d'Algérie à Strasbourg. Alors, dites-nous. Oui, bah écoutez, on était depuis 8h du matin devant le consulat d'Algérie à Strasbourg parce qu'ils comptaient ouvrir les bureaux de vote à partir de 9h, etc. Voilà, on y était à 8h. Oui. Et la police vous a laissé faire votre sit-in parce qu'ailleurs, dans les autres consulats, ils ont été littéralement pourchassés, verbalisés. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que la préfecture, en fait, nous a appelés hier pour nous dire que la manifestation n'était pas autorisée. Et comme on a vu que les élections étaient maintenues, on a mis un coup de pression à la préfecture de police du Bas-Rhin. On les a appelés en leur disant que c'était inadmissible de laisser le consulat organiser ces élections alors que le confinement est de rigueur et ne pas permettre à l'opposition de s'exprimer ce jour-là. Donc, c'est-à-dire qu'il favorisait une partie plus que l'autre. Donc, suite à ce coup de pression,
on a eu l'autorisation de pouvoir manifester aujourd'hui. Normalement, nous étions sur 2 jours, mais on ne nous a pas permis le 1er novembre. Ce qui est totalement inadmissible, hein, inadmissible. Alors, d'après vous, le taux de participation, est-ce qu'il y avait affluence? Est-ce que les gens ont voté? Non, vraiment pas, vraiment pas. C'était encore pire que le 12-12, hein, parce que nous étions déjà devant le consulat pendant une semaine, du 7 au 12 décembre dernier, pendant les élections qui étaient organisées. Et là, aujourd'hui, je peux vous affirmer que nous étions depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture. Il y a encore une équipe qui est sur place et il y a vraiment très, très peu de personnes qui sont venues voter. C'est surtout des personnes âgées, comme je le montrais dans le live. Hein. Dans le live, je l'ai montré. Dans les 3 lives que j'ai fait, je l'ai montré. Ce sont des personnes âgées qui sont venues voter. C'est des personnes qui habitent en foyer de travailleurs immigrés. Voilà. Et donc, si vous dites que c'est beaucoup moins que le 12-12, je rappelle que les chiffres du 12-12, les élections présidentielles, les chiffres donnés par les autorités algériennes elles-mêmes parlent entre 8 et 9%. Si c'est beaucoup moins, c'est plus que la Bérésina. Ah oui, non, là, aujourd'hui, je peux vous dire que c'était beaucoup moins. C'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les personnes âgées, on discute avec elles, hein, elles viennent vers nous et en fait, on leur demande de venir voter parce qu'on les menace de ne pas pouvoir retourner en Algérie s'ils n'ont pas le tampon des élections sur leur carte électorale. Donc, c'est clairement du chantage qui est fait. Hein, c'est clairement du chantage. Ils font le tour des foyers de travailleurs immigrés. Ils leur demandent de venir voter et ils les menacent de venir en Algérie si jamais ils ne votent pas. Voilà. C'est un véritable abus de faiblesse, en vérité. Ils sont à la chasse des plus faibles, des plus, disons, mal informés, pour essayer de les convaincre que c'est voter Chouhada, c'est voter le Moujahidine. Merci beaucoup, Assia Gueshoud, de nous avoir donné ces informations. Au plaisir. Les autres régions n'aient pas pu aller devant les consulats. D'ailleurs, il y a eu quand même une arrestation à Lyon, même si la personne a été relâchée. À Paris aussi, il y a eu plusieurs arrestations pour contrôle d'identité. Les personnes ont été relâchées. À Marseille, ils avaient une autorisation, mais on ne leur a pas permis de manifester. Donc là, aujourd'hui, il faut quand même appuyer sur un point, c'est que le gouvernement français, le ministère des Affaires intérieures, a clairement montré quel est son camp. Quel est son camp. Merci beaucoup. Assia Gueshoud, en effet, l'État français a autorisé le vote dans les consulats alors que tout le monde pensait que ça n'allait pas être le cas, alors que le confinement est à son maximum en France. Merci beaucoup, Assia Gueshoud. Alors, docteur Abdelhak Serrab, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire notre compatriote Assia Gueshoud? Pour commencer, Jamaluddin, permettez-moi d'avoir une pensée pour les jeunes. Il y a 66 ans, nous sommes à la veille du 1er novembre, il y a 66 ans, des jeunes de tout horizon, avec très peu de moyens, dont l'âge variait entre 18 et 30 ans, ont décidé, avec très peu de moyens, de libérer leur pays. J'aimerais bien avoir une pensée à ces jeunes, dont un grand nombre est mort, malheureusement. Aujourd'hui, 66 ans après, nous nous interrogeons où se trouve notre président de la République. Doit-on ou pas voter pour une énième fois pour une constitution qu'on n'a jamais respectée? Nous tournons en rang 66 ans après et il va falloir, une fois pour toutes, s'interroger. Où est-ce qu'on va? En 63, Mohamed Boudiaf a publié un livre où il disait « Où va l'Algérie ?» Aujourd'hui, en 2020, où va l'Algérie? On en est à la même question. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, on s'est vu ici, vous et moi, et on a débattu de l'état de santé de M. Bouteflika. Oui, aujourd'hui, 2, 3, 4 ans après, on est là de nouveau pour débattre de la situation de l'Algérie et de l'état de santé du président qui a remplacé Tebboune. C'est incroyable. Nous tournons en rang. Est-ce qu'il y a des sincérités au sein de ce pays? Est-ce qu'il y a des gens capables d'aimer ce pays et de faire des efforts pour rassembler ce peuple et bâtir un État comme tout le monde?
Nous vivons des moments très difficiles. La crise sanitaire, la crise financière et économique, la crise politique. Où est-ce qu'on va? Une partie, il y a 2 minutes, j'étais au téléphone avec mon neveu, Ould Khti. Il a quitté l'Algérie sur une embarcation. Il est en Italie. Harrak. Harrak. Et c'est le cas de dizaines de milliers de nos compatriotes. D'un pays qui est supposé être un pays riche. Où on devrait émigrer. Voilà. Où les gens de l'Occident devraient émigrer. Où est-ce qu'on va? Vous avez cité vous-même le nombre de 15 000 médecins. Effectivement, il y a 15 000 médecins algériens en France. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un pays en voie de développement exporte des cadres de très haut niveau à un pays industrialisé. Avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil sur des réseaux sociaux, sur des livres, je me suis renseigné. Le coût d'un médecin algérien ou autre, de la première année primaire jusqu'au jour où il obtient le diplôme, le coût pour l'Algérie il est de l'ordre de $1 million. Vous multipliez $1 million par fois 15 000, on a offert à un pays industrialisé 15 milliards de dollars. 15 milliards sans compter ce que nous avons perdu en compétences. Voilà. 15 dans milliards des hôpitaux dont M. Tebboune, qui est aujourd'hui hospitalisé en Allemagne, nous dit que nous avons les meilleurs secteurs de la santé d'Afrique et des Maghreb. C'est incroyable, c'est hallucinant. Houssine Gidel, sur ce qui s'est passé en France, le vote dont on nous dit déjà que le scrutin a été vraiment boudé, si ce n'est boycotté. Oui, ça on s'attendait. Le peuple algérien ne reconnaît plus, il n'a jamais reconnu dans sa majorité, mais là c'est unanime depuis 2 ans, ne reconnaît plus ce régime. Donc il ne participerait pas à cette mascarade. Donc l'attitude des autorités françaises, elle est très attendue. Moi, je pensais que les Français ou la police française va faire des cordons de police pour protéger les gens qui vont venir voter. La France a bien choisi son camp. Elle a choisi d'être avec le régime algérien, quel que soit, mais en encourant le danger de... Mais ils ne font pas courir de danger à des Algériens. Ceux qui vont voter, la plupart sont des binationaux, ou sinon du moins ils vivent en France. Ça veut dire... Jamaldine, pour leurs intérêts, oui. Les Français, leur attitude manifeste contre le peuple algérien est à condamner. Demain, le changement aura lieu en Algérie. Un régime issu de la volonté du peuple aura lieu. Et nous allons réviser toutes les relations algéro-françaises. Profondément. Toutes les relations. Toutes les relations, je le dis, ce n'est pas moi, c'est les Algériens qui le disent. Ils disent que ce régime, il est l'héritier du colonialisme. Et que le peuple n'a jamais eu l'indépendance. Les généraux à la poubelle, ça veut dire que nous n'avons jamais eu d'indépendance. Est-ce que l'État français, qui dispose de renseignements qui viennent de l'ambassade, de ses chancelleries, de services secrets, d'agents qui sont en train d'essayer de comprendre, de sonder l'opinion publique algérienne. Est-ce que les Français, à plus haut niveau de l'État, ne savent pas que les Algériens sont ulcérés par ce soutien qu'ils apportent à un régime illégitime qui, de toutes les façons, ne pourra pas tenir? Ça veut dire que les Français sont en train de couper, de scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Je vous rappelle, Jamaldine, que jusqu'au dernier moment, en 2011, Ali Omari, ministre de la Défense, disait qu'on va vous envoyer à Ben Ali nos compétences. Tunisiens. Écoutez, ces gens-là, ils sont la France, elle est dans des situations merdiques, pour l'expression. Elle est insoutenable. Pourquoi? Parce que soutenir un régime finissant, un régime qui peut... Prédateur. qui peut commettre l'irréparable. Parce que maintenir ce régime en vie, peut créer un glissement en Algérie. Un glissement en Algérie, ça veut dire des millions d'Algériens et Africains vont envahir l'Europe et notamment la France. Et d'ailleurs, Le Monde, qui est on parle de tsunami migratoire. Oui, et Le Monde, qui est un journal très respecté, il n'a jamais traité ce genre de questions. Il y a quelques jours, il titrait que les immigrés, les clandestins algériens affluent sur les côtes espagnoles. En 2014, le Sénat français, dans un rapport officiel, disait que les 3 chefs d'État maghrébins, leur santé est inquiétante. Leur santé est inquiétante. Alors, on risque, s'il y a le moindre glissement, on risque d'avoir des millions
d'immigrés. Donc, et je le dis, ce n'est pas récent. Farhat Abbas, Allah yarhamou, en 1932, il a écrit dans Le Jeune musulman, qui disait que les Français ils sont très inquiets de voir 1 millier d'Algériens venir en France travailler. Alors 1 millier, maintenant c'est 10 millions d'Algériens et 10 millions clandestins. De millions d'Algériens et 2 millions d'Africains. Oui. D'Africains, parce que l'Algérie constitue aujourd'hui le rempart un barrage. naturel. Exact. Donc ce régime, les Français, ils sont partagés. Et on a vu les déclarations des autorités françaises avec le Hirak qui tantôt soutiennent ouvertement le régime et tantôt ils essayent de jeter des roses au Hirak. Mais là, ils savent bien que l'Algérie, elle est au bout ce régime, il est au bout de sa fin. Oui. Nous sommes devant une crise que jamais personne ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu Et la crise économique n'est pas encore arrivée. Encore, en mois de juillet, ils seront obligés de frapper au FMI, à la Banque mondiale, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir acheter du blé aux Algériens. Mais dans la situation économique mondiale, quel est le pays qui va emprunter 25 milliards Vous voulez dire pour pouvoir ramener du blé aux Algériens, du pain, de la semoule. La semoule, au moins d'assurer l'approvisionnement en blé pour les Algériens. Qui va, dans cette situation économique qui frappe le monde entier, qui va emprunter un régime comme celui-là, prêter à ce régime finissant, et lui a prêté 25 milliards de dollars. Par an. Qui donc la France, elle a mal choisi. Et la France, d'ailleurs, je le dis, elle a toujours choisi son partenaire. Exactement. Elle a toujours choisi les dictateurs. Le plus mauvais, le dictateur. Les dictatures, que ce soit en Afrique et ailleurs, et on l'a vu jusqu'à aujourd'hui, ils ont mal choisi. Mais comme c'est un pays quand même colonial qui a de l'expérience, il pourra éventuellement changer son attitude. Corriger le tir. Alors, Abdelhak Serrab, vous êtes médecin, vous êtes dans la réanimation, vous êtes spécialiste dans la réanimation. Urgence, SAMU, réanimation. Voilà, donc on ne pouvait pas mieux tomber pour vous poser certaines questions que se posent tous les Algériens. Au sujet de M. Tebboune, dont il semble qu'il ait été évacué à bord d'un avion spécial et spécialisé dans la réanimation, dans la respiration, justement dans ce que vous allez nous expliquer, et qu'il serait en très mauvais état, avec une maladie comorbide, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Comorbide. Et donc, à votre avis, d'abord, quel est l'état de santé que vous imaginez de M. Tebboune par rapport à ce qui a été déclaré par ses médecins? Et surtout, la question dont on attend que vous nous expliquiez un peu ce que pourrait susciter son état. Et sera-t-il, dans le meilleur des cas, ça veut dire s'il s'en tire, s'il rentre en Algérie, sera-t-il en mesure de pouvoir continuer à exercer ses fonctions? Jamal-Din, mettons-nous d'accord, je n'ai pas le dossier médical de M. Tebboune. En plus, on a affaire à un régime qui communique très peu. Oui. Surtout quand il s'agit de l'état de santé du chef de l'État. On l'a vécu avec Boumedienne. J'étais gamin, mais je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé. C'était l'opacité totale. Absolument. Et on l'a vécu avec Bouteflika. Et là, on va le vivre, à mon avis, avec M. Tebboune. Donc, on n'a pas les données médicales du président de la République. On a affaire à un régime qui communique peu. Mais si on part du principe que M. Tebboune est atteint de Covid, un Covid, généralement, on le met en isolation 5-6 jours. S'il s'améliore, on lui fait un arrêt de travail de 14 jours et il reprend son travail. S'il ne s'y améliore pas, et ça s'exprime 7 jours après, on l'hospitalise. On l'hospitalise, on le met sous oxygène. Si les choses se dégradent, généralement la dégradation se fait vers le 9e jour. S'il se dégrade, on le met en réanimation sous respiration artificielle. Aujourd'hui, par rapport au mois de mars... Et en quoi ça consiste, la respiration artificielle? Est-ce que c'est simplement un masque avec lequel il respire? Est-ce que c'est une intubation qui va dans les poumons? Expliquez-nous l'expérience acquise nous, par les rapport, profanes. L'expérience acquise par rapport à la première vague nous a appris à ne pas intuber le malade très tôt. D'accord. On attend, dans un premier temps, on lui met un masque à oxygène, il est conscient, sauf s'il est dans un état inconscient et qu'il ne respire pas spontanément. Là, on est obligé de l'endormir et de le mettre sous respiration artificielle. C'est une machine qui va respirer à sa place. C'est-à-dire, et pour qu'il supporte le tuyau qui va de la bouche ou du nez jusqu'au poumon, on le met sous anesthésie.
un sommeil artificiel pour qu'il puisse supporter la machine. Aujourd'hui, par rapport à la première vague, on n'intube pas le malade, on ne le sédate pas d'emblée. On attend, on commence dans un premier temps par de l'oxygène au masque à forte dose, on peut aller jusqu'à 15 litres par minute. S'il ne s'améliore pas, on peut faire ce qu'on appelle la VNI, la ventilation non invasive. C'est une machine qui délivre de l'oxygène, on met un masque et on met une forte concentration d'oxygène avec une aide inspiratoire. C'est la machine qui va l'aider à inspirer parce qu'il est un petit peu touché et même moyennement touché. S'il continue à se dégrader, on a un autre moyen, un quatrième moyen, c'est ce qui s'appelle le peak flow. Et je ne pense pas qu'en Algérie, ils ont ça. Le peak flow, c'est une machine, le malade doit être conscient et il participe. Il doit fermer la bouche, on lui met de l'oxygène par le nez à très forte dose. On passe de 15 litres avec le masque à 60 litres. Avec une concentration, là, vous et moi, on est en train de discuter, on a une fraction d'oxygène qu'on respire, elle est à 26%. Quelqu'un qui n'est pas bien, on peut lui mettre une fraction d'oxygène à 100%. Et il est toujours conscient. Si malgré ça, on ne peut pas, on juge que la situation se dégrade malgré le peak flow, on passe à l'anesthésie, on l'endort, on lui met un tuyau qui va de la bouche ou du nez jusqu'au poumon, et on va plus loin, on lui met des curares. C'est plus fort que l'anesthésie. Et on le met sur le ventre pour que les parties postérieures du poumon puissent respirer. Donc on endort la personne et on endort tous ses muscles. Il faut que tous les muscles se relâchent pour que l'oxygène passe. Si maintenant, malgré ça, et je pense que dans le cas de M. Tebboune, s'il est atteint de Covid, si on a, tout ça, on peut le faire à Ain el-Naja, dans un hôpital algérien, qu'on soit à Alger, Oran, Qsomtine, à Tizi Ouzou ou ailleurs, on peut faire tout ça. Si on a préféré le transférer, c'est qu'à mon avis, tout ça, à mon sens, n'a pas marché et qu'on l'a transféré pour ce qu'on appelle l'ECMO. C'est une respiration à travers une membrane. ECMO, c'est échange extracorporeal, membrane, respiration. On respire à travers une membrane. On laisse le poumon malade. Il ne respire plus avec ses poumons. Voilà, le poumon est tellement malade qu'on le laisse de côté, il se repose. On se dit que ça ne sert à rien d'envoyer de fortes doses d'oxygène à un poumon malade. Et puisque le poumon ne travaille plus, on le laisse au repos pour qu'il cicatrise. On envoie l'oxygène directement dans le sang. Et si le cœur, en plus du poumon, est touché, parce que, vous savez, le Covid est une maladie thromboemboligène. Elle provoque des petites emboles, des petits bouchons qui bouchent les vaisseaux. Si le cœur est bouché par une micro-embole, c'est-à-dire un infarctus du cœur, on peut arrêter même le cœur, on peut provoquer un arrêt cardiaque, on peut arrêter le poumon sans passer et envoyer directement de l'oxygène vers les organes. C'est cet ECMO-là qui n'existe pas en Algérie. Ça nécessite de la technologie, ça nécessite des équipes bien entraînées, bien disciplinées. Malheureusement, on n'a pas ça. Mais on aurait pu l'avoir. L'ECMO a été utilisé au XIXe siècle et aujourd'hui, elle a été développée par les Allemands, les Américains, les Français. On aurait pu... On ne l'a pas en Algérie. On peut. C'est une machine. On ne l'a pas aujourd'hui. On ne l'a pas malheureusement. Et à mon sens, si le président de la République a été transféré comme ça, s'il est atteint de Covid, moi je n'ai pas son dossier malade, c'est peut-être, mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être pour avoir cet ECMO. Mais l'avion dans lequel il a été évacué et qui a été choisi pour être l'un des meilleurs avions en termes de spécialité respiratoire, c'est un Covid. Sinon, pourquoi avoir choisi un tel avion? On aurait pu choisir un avion d'Air Algérie. Oui. Il suffit de l'aménager rapidement, le doter en bouteilles d'oxygène à forte contenance, rabattre les sièges et mettre 2 civières, 3 civières, autant de civières. C'est ce qui se pratique aujourd'hui en France. C'est des avions de ligne et des avions de guerre qui transportent des malades du Grand Est français vers l'Aquitaine. Sauf si la situation est très grave. Et qu'ils étaient obligés de le transporter en le mettant sous des glaces et tout ça. Ça veut dire que la situation est plus grave. Et ça, ils ne peuvent pas avoir ce genre d'avion. Ça veut dire que ce sont des avions très médicalisés, bien spécialisés. L'Algérie ne dispose pas de ça. Alors, j'ai d'autres questions. C'est ça qui a ouvert un peu... J'ai d'autres questions à poser à Abdelhak Serrab. Nous venons d'être rejoints par Karim
Naïtou Slimane, merci d'être avec nous. Bonsoir, militant Gemeldine. politique, hirakiste connu. Bonsoir Merci Gemeldine, de- merci de nous avoir l'invitation. rejoints. Bonsoir Merci. à tes invités. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, Abdelhak Sarrab, M. Tebboune a supposé que c'est le Covid, comme ils ont dit. Hein. On ne va pas chercher ailleurs une maladie Voilà, c'est ça, comorbide. on n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments. Mais ce qui est certain, c'est que M. Tebboune a 75 ans, qu'il est connu pour être un très très gros fumeur, Ouais, effectivement. qu'il a avoué lui-même s'être soigné dans le passé en Europe. Il a dit, moi, par rapport aux autres, je n'ai pas épuisé... Est-ce qu'on sait de quoi il s'est il n'a fait pas dit, il a soigner? dit, j'ai fait On un connaît check-up. pas. Un check-up à 8 000 dollars. Il a dit, moi, je n'ai pas épuisé comme les autres l'argent qu'on met à la disposition de tous les hauts fonctionnaires, de tous les hauts responsables pour qu'ils puissent se soigner à l'étranger. Moi, je n'ai épuisé que 8 000 dollars. Certains sont allés jusqu'à 500 000 dollars. C'est lui qui l'a dit. Hein. Oui. Alors, donc, monsieur a des antécédents de santé assez sérieux. Est-ce que vous pensez qu'après une telle évacuation, une telle hospitalisation, il a fallu que 2 équipes de médecins se relaient à son chevet? Est-ce qu'en Allemagne, dans l'un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne, si ce n'est le meilleur, à votre avis, à supposer qu'il s'en sorte, qu'il en réchappe, est-ce qu'il pourrait assumer totalement ses fonctions, si tant est qu'il assume quelque chose, mais un président donc, qui doit être là, signer le décret de référendum, ne continuer à nommer, ou est-ce que nous allons connaître Bouteflika saison 2? L'évolution des malades, Gemeldine Chenou, varie d'une personne à l'autre. M. Tebboune est handicapé par le tabagisme et par l'âge. Oui. Donc ça, c'est un handicap réel, on le connaît, on ne connaît pas les autres éléments de son Est-ce dossier. qu'on peut dire qu'il est handicapé par ce qu'il vient de subir à l'hôpital, notamment l'intubage Il est clair que c'est des gestes lourds. On hésite et on réfléchit plusieurs fois avant d'intuber un malade qui a 75 ans. 75 ans. Certes, c'est des gestes lourds qu'un jeune de 40 ans supporterait et qu'un homme de 75 ans risque de ne pas supporter. Il y a ce risque, il y a l'âge, il y a aussi le tabac, on ne connaît pas les autres antécédents. Il est clair qu'un séjour en réanimation de 15-20 jours laisse des séquelles. Maintenant, de quel type de séquelles il va s'agir, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais en tout cas... Oui, mais vous le médecin, moi j'ai 75 ans, grand fumeur, je viens de me faire intuber, à supposer qu'il n'y a que le Covid. Est-ce que vous me prescririez une période de convalescence ou est-ce que vous me dites vous pouvez aller travailler dès demain? Je vais être franc avec vous. Oui. Les malades intubés ventilés, qui ont plus de 65 ans en réanimation, ils ont entre 60 et 70% de chances de ne pas sortir. Pas de chance de survie, 60 à 70% de ne pas survivre. Malheureusement. D'accord. Malheureusement. Et au cas où ça, c'est ils survivent l'expérience sur le terrain. Et au cas où ils survivent, En cas où ils survivent, est-ce qu'ils ont il y a besoin tout- d'une prescription médicale de convalescence? Vous savez, laisser un homme ou un patient allongé pendant 20 jours, il y a toujours des séquelles. Une intubation, elle laisse des séquelles. Le curare laisse des séquelles. On ne sait pas de quel type de séquelles il s'agit, mais il va y avoir sûrement des problèmes par la suite. Il va être diminué. Il va falloir, comme vous l'avez si bien dit, prescrire une convalescence d'1 ou 2 mois. Et voir l'évolution. C'est l'évolution qui va nous le dire. Il va être sûrement suivi par une équipe médicale qui jugera de ses capacités à retrouver ses moyens intellectuels et cognitifs antérieurs. En plus, ses capacités physiques. Voilà. Très bien. Alors, ces messieurs, peut-être sur ce cas de M. Tebboune qui se fait évacuer. Le docteur Sarrab, il a tout dit, mais moi, c'est frappant quand même. Ce régime militaire qui a tant fait pour avoir une vitrine civile qui est Tebboune, en toute connaissance de cause, ses états, ses problèmes de santé, son âge, a utilisé le Covid pour neutraliser le peuple algérien. Oui. Ce régime il vient d'avoir la réponse du peuple algérien par le Covid. C'est le Covid maintenant qui a neutralisé la vitrine civile que les militaires... La vitrine, hein? La vitrine civile que les militaires ont tant fait pour l'avoir. Voilà la réponse du Covid. Le Covid répond au régime algérien. Le Vous avez régime a voulu empêché ce peuple. l'utiliser. Voilà. Et Ils ont utilisé maintenant le régime, le Covid signe le décret de la décision
de la fin de ce régime. Parce que, quel que soit l'aboutissement de l'hospitalisation de Tebboune, ce régime, encore une fois, donne au monde entier la preuve irréfutable que ce régime est fini. Il est malade. Il est malade, il est fini. Et qu'on retombe directement, juste un an après, dans la même situation antérieure, sans aucune réponse et sans avoir les moyens de faire face. Et que ce peuple a décidé de maintenir. Bon, le Covid, les Algériens ne sont pas dans la rue. Ils sont déjà dans la rue. Mais ils sont déterminés à mettre fin à ce régime. Et ce régime n'a aucune carte à jouer. Ni légitimité, ni argent, ni vision, ni cadre. Ni il est entouré de l'intérieur de la pression du peuple algérien. De l'extérieur, dans la région, il est entouré. Il n'a aucun moyen de survivre ce régime. Et surtout de survivre au peuple algérien. Karim Naïtou Slimane. Oui, je pense que d'un point de vue médical, je ne pourrais rien ajouter après ce qu'a dit l'éminent professeur. Mais par contre, politiquement, et je pense que tout le monde le sait maintenant et s'est rendu compte qu'une fois de plus, ce régime est démasqué. Donc une fois de plus, le roi est nu. Et surtout, je pense à tous ces hurluberlus qui n'ont pas arrêté de parler, de dire qu'il y a une nouvelle Algérie, il y a un nouveau climat politique, et qu'il y a un fonctionnement institutionnel en Algérie qui fonctionne super bien. Là, on voit, à un jour d'un scrutin historique quand même en Algérie avec le projet de la nouvelle constitution, vacances du poste du président, rien n'est fait. On se dirige quand même à des élections anticonstitutionnelles. On va vraiment encore une fois de plus, vers l'incertitude totale et surtout un arrêt brusque, mais que tout le monde voyait venir, en tout cas on y était, mais là il est démasqué du fonctionnement institutionnel de l'État et rien n'est fait pour l'instant. Donc ça veut dire que ceux qui parlent d'une nouvelle Algérie n'existent pas. Ça veut dire aussi que le régime n'a pas changé, sa gestion de la maladie du président n'a aucune transparence, dans l'opacité totale. On est obligé d'aller sur Facebook, d'aller suivre des lives de certains youtubeurs ou certains journalistes, parfois même d'aller voir des chaînes d'information étrangères ou de lire les journaux allemands, quitte à se faire traduire difficilement l'information, pour avoir des nouvelles du président. Al Jazeera a donné des infos sur les équipes qui sont succédées à son chevet. Et donc, là, ce président, le peuple l'a dit, il n'est pas légitime. Oui. Il n'est pas légitime. Mais lui a dit au journal L'Opinion dans une interview, la dernière qu'il lui a accordée, qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance. Fliqa a dit la même chose. Oui. C'est vrai. Voilà, on en rigole parce que c'est ça le cas. C'est ça la situation. Mais moi, par contre, en dehors de la personne, bien sûr, la personne d'Abdelmajid Tebboune, on ne le connaît pas personnellement et on lui souhaite, bien sûr, un propre rétablissement. Mais pour la fonction présidentielle, comme pour l'homme président quand même, c'est quand même gravissime. Et je pense qu'il y a même un certain retour de bâton parce que comme l'a dit mon cher voisin, c'est qu'à un certain moment, ce régime-là a instrumentalisé la pandémie du Covid-19. Et là, ils ont un retour de bâton parce que eux aussi se retrouvent face à cette situation. Et tout le monde le voit, le monde entier le voit, le peuple le sait. Et c'est pour ça que c'est une occasion de plus d'aller de l'avant, de militer, de ne pas cesser et de dire que finalement, le peuple et le Hirak ont eu raison. Et quel retour de bâton pour un monsieur qui a déclaré qu'il y a le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb et qui se fait évacuer en Allemagne pour un Covid. Enfin, c'est eux qui le disent. Au moment où des Algériens meurent du Covid faute de prise en charge. C'est d'une impudeur absolument... c'est incroyable. Jamaldine, ce qui est frappant, c'est que regardez comment les choses se terminent. Encore une deuxième fois, un chef d'État est évacué pour être hospitalisé dans un hôpital militaire. Et qu'il risque, comme moi je m'attends à ce généraux
antinational, anti-algérien, de faire la même chose qu'avec Bouteflika, c'est-à-dire de se déplacer. Ils vont envoyer Djerrad ou n'importe qui, ils vont dire voilà, le chef de l'État, il a signé, il a fait, il a ceci, cela. Comme faisait Bouteflika. Et on pourrait aller lui faire signer le décret sur la clôture des élections et la proclamation du référendum. Exact. Oui, et peut-être cette fois-ci, Bouteflika, il va être un peu prudent, il ne va pas prendre la décision sous le portrait d'Angela Merkel, comme Bouteflika faisait en présence de Gaïd Saleh et de Seller. Mais on est dans la même... Elle est où l'Algérie? Maintenant, qui est le Khaberji? Qui a vendu l'Algérie? Lui qui a accusé Khaled Darani d'être un khabar. Qui maintenant? Qui aime l'Algérie? Ces militaires, ils se fantochent. Et cette vitrine... Ou les Algériens qui sont en prison. Ou les Algériens qui croupissent dans les prisons. Pour avoir dit qu'on ne veut pas que l'Algérie soit humiliée. Un état de droit. Qu'on ne veut pas que l'Algérie soit humiliée. On ne veut pas que les chouhadas soient inquiétés dans leur tombe alors qu'ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Et, ce que vous faites, subissez à l'Algérie est indigne de mots algériens. Et alors que ceux qui ont critiqué le fonctionnement des hôpitaux algériens, certains sont encore en prison. Oui. Pour avoir critiqué le mauvais fonctionnement de ces hôpitaux, ils sont en prison alors que là, le président illégitime lui-même se fait soigner à l'étranger, encore une fois. Et je rappelle aussi toute la souveraineté qui est rattachée à ce poste symbolique qui est le président de la République algérienne. C'est quand même gravissime. On voit que les États... Il n'y a pas d'État à proprement sérieux qui envoie leur président se soigner à l'étranger. En tout cas, les chefs d'État qui sont atteints, ils sont soignés dans leur pays. Même les ministres, on n'a pas connaissance de... Djamaluddin, on n'était même pas... ce régime, il n'avait même pas la dignité, je m'excuse, docteur, la dignité de Tunisien. Quand Beji Qaïd Essebsi était malade, il a été hospitalisé et opéré en Tunisie. En Tunisie. Oui, mais il y a même des gens qui disent, il y a même des gens, moi je l'ai lu sur la page de Yahya Bonouar d'ailleurs, il a dit, moi je suis sûr qu'ils l'ont évacué parce qu'ils savent qu'il va mourir. Ils ne veulent pas qu'il meure en Algérie. Ils en ont marre d'être accusés de tuer leur président. Ils meurent à l'étranger, comme ça, ils sont tranquilles. Pas besoin de faire d'autopsie. Ils ne se retrouvent pas avec un cadavre de plus à devoir justifier. C'est triste, on se retrouve à peu près dans la situation de l'Union soviétique dans les années 80. À la fin de l'Union soviétique, on avait un président tous les 4-5 mois qui décède après un court mandat de 4 mois et il est remplacé par un autre aussi malade que lui, aussi âgé, et il tournait en rang pendant quelques années. Et ils étaient à la une de tous les journaux. Oui. Là, on se retrouve à peu près dans cette situation, 66 ans après le 1er novembre. Et il va falloir peut-être un jour qu'on se réveille tous, eux et nous, parce que la faillite d'un peuple, ce n'est pas uniquement le régime. Si le régime fait faillite ou si le peuple fait faillite, c'est quand il y a un tort partagé à des degrés variables. Il est clair que ceux qui sont au pouvoir sont beaucoup plus responsables. Mais où est-ce qu'elle est l'opposition? Où est-ce qu'il est le peuple? Où est-ce qu'elle est la classe politique et intellectuelle? Il va falloir qu'on aille, à mon sens, vers une union sacrée et qu'on réfléchisse et qu'on s'interroge. Pourquoi ne pas aller, par exemple, vers un système parlementaire? S'ils tiennent tant à la présidence, qu'ils la gardent, qu'ils nous laissent créer de véritables partis politiques, un véritable parlement, de véritables élections et un véritable Premier ministre. Mais ils ne s'y retrouveraient pas, eux. Mais eux, ce qui compte pour eux... Mais on leur laisse, Djamaluddin, la présidence de la République avec tous les privilèges. Les Anglais ont travaillé pendant des siècles, ils ont une reine dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Oui. On n'a pas travaillé pendant des siècles, on n'a pas réussi à construire un État pendant les 58 ans d'indépendance, on n'avait pas un État durant l'occupation française, on n'avait pas un État durant l'hégémonie ottomane, bien que les Ottomans étaient musulmans, mais ce n'était pas un État algérien. On a un vide d'au moins 500 ans. On n'a pas travaillé. OK, les Anglais ont travaillé, ils ont une monarchie constitutionnelle. On fait un régime parlementaire. On leur laisse la présidence, qu'ils nous laissent créer des partis politiques, un Premier ministre, un Parlement, et qu'on aille vers la construction de notre pays. Oui, on a besoin d'un État. Mais M. Sarrab, ils ne veulent pas le changement. Ils veulent maintenir le régime militaire coûte que coûte. Regardez la dernière constitution, l'article 30. C'est clair. L'armée, elle va intervenir maintenant clairement et en application
de texte de l'article 30, dont tout ce qui bouge en Algérie, les intérêts stratégiques et vétos de l'Algérie, économique, etc. Ils vont intervenir. Avant, ils intervenaient par une interprétation contrario de certains articles. Maintenant, c'est clair et net. L'article 30, alinéa 4. Clair et net. Ils ne veulent pas ça. Vous l'avez Ils lu, n'ont jamais voulu ça. l'article? Non, je ne l'ai pas lu. Oui, je vais demander alors, à Chaban de nous ramener, si c'est possible. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi coûte que coûte, ils veulent faire passer cette mascarade de référendum. Et en plus de ça, à l'occasion du 1er novembre. Pourquoi? Pour maintenant légitimer l'apparition des régimes des militaires. Maintenant, depuis Al-Hirak, les militaires sont dans tous les coups avec leur tenue militaire. Shengriha, il est en train de dire, de faire les mêmes discours que Gaït Saleh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez accepter maintenant la présence des militaires ouvertement dans le champ politique, économique et médiatique, et maintenant conformément à la Constitution. Avant, c'était derrière une façade, maintenant, on a la façade. Oui, on a besoin, mais les militaires doivent... Chaban va nous ramener l'article 30. Je l'ai, il est là. Vous l'avez? Est-ce que vous pouvez nous le lire? Alors, le 4e alinéa, c'est pas tout l'article. Oui, dispose que l'armée nationale populaire défend les intérêts vétos et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Ça veut dire, c'est plus la peine de dire on fait plus de politique. Par intérêts vitaux, c'est un tapis rouge pour faire ce qu'on veut. Oui, on est dans un bras de fer. On leur dit Trahloga, ils disent c'est nous. C'est nous les patrons. On défend les intérêts vitaux du pays, ça veut dire qu'il peut tout faire. Il faut comprendre leur Ils psychologie. ne veulent pas de régime issu de la volonté du peuple. Pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. On leur dit Trahloga, ils disent c'est nous. Arbouba, Azrin al-Maqla. Oui, mais le problème, Abdelhak Sarrab, vous vous rappelez Gaït Saleh, quand il a décidé de lâcher ses copains et de les mettre en prison, il leur a inventé un nom, la Issaba. Et lui, c'était le Menjel. Après, M. Tebboune lui-même avait inventé le truc de kleptocratie. Oui. C'est une kleptocratie, ça veut dire c'est des voleurs. Pas lui, hein, les autres. Les autres. Le peuple, dans son infini génie, il les a traités de médiocratie et de mafiocratie. Et là, en l'occurrence, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est une gérontocratie. Vous imaginez, ils sont tous les généraux qui comptent, les barons, ont tous plus de 75 ans. Il y en a même qui a plus de 80 ans. Oui, c'est incroyable. Jamaldine, le président du Sénat, par intérim, qui est Goudjil, il a presque 90 ans. Ça veut dire si Tebboune décède, c'est lui qui le remplace? Non, justement, il y a un grand problème. Il y a un grand problème du Sénat. Comment on l'appelle, le Sénat? Le Conseil de la Nation. Voilà. Le Sénat, le Conseil de la Nation. Actuellement, le 102, il y a un grand problème pour l'appliquer. En cas où Tebboune ne peut plus. D'accord. L'article 102 actuel, et même il a été repris dans la nouvelle, c'est que le président du Sénat. Le président du Sénat jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? C'est Ben Saleh. Ben Saleh, il ne sort plus. Il est incapable de faire. Il est très malade. Alors, il est très malade. Ouais. Celui qui est vice-président, qui l'a succédé. Mais s'il ne peut pas, lui, c'est le président du Conseil il dit le président du Conseil constitutionnel. Oui, le dit le président. Donc on n'a pas de président du Sénat. Donc c'est Goudjil. Oui. Goudjil n'a pas le droit. Donc on a un problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Si le président du Sénat ne peut pas, c'est le président du Conseil constitutionnel. On n'a pas un président de Conseil constitutionnel. Pourquoi? On a un président de Conseil constitutionnel par intérim. Parce qu'un autre article, qu'est-ce qu'il dit? Le Conseil constitutionnel se réunit directement, il constate, etc. Il prend à l'unanimité. L'unanimité, c'est les 12 personnes. Oui. Maintenant, les membres du Conseil constitutionnel, 11. On n'a pas remplacé Belriz depuis qu'il a démissionné. Donc ça va être une impasse politique. Mais vous voyez que eux... Une impasse constitutionnelle. Oui, mais autre chose. À quel point c'est eux qui écrivent la Constitution, qui mènent le jeu. C'est eux qui la violent. Et qui violent ces constitutions. Mais violent aussi, et qui jouent avec l'Algérie. Ils jouent avec tout. Les institutions, les dispositions, tout, même avec leur propre jeu, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de valable. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. J'aimerais que nous parlions un peu du référendum qui a lieu en ce moment.
Karim Abdelhak Sabah. Le référendum Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau sont cassés la tête pendant des années et des années pour nous mettre au point une sociologie politique qui sert jusqu'à aujourd'hui. Là, depuis 62, tous les 3-4 ans, on a une constitution qu'on n'a jamais respectée. Le problème de l'Algérie n'est pas la constitution. L'Algérie, depuis, je viens de le dire, depuis 58 ans, n'a pas réussi à bâtir un État. Oui. Il y a un échec. Les élites algériennes, qu'elles soient au pouvoir, dans l'opposition, les élites aussi bien politiques qu'intellectuelles, nous avons tous échoué à bâtir un État. Parce qu'un État, par définition, c'est un ensemble d'institutions qui veillent aux intérêts de la nation dans le cadre de la loi, dans le cadre de l'intérêt général et dans le cas de la rigueur. Or, si on observe bien ce qui se passe en Algérie, les lois sont là. Il y a 7 ou 8 constitutions qui n'ont jamais été respectées. L'intérêt général, on ne l'a plus, malheureusement, depuis 62. Et la rigueur, on n'a aucune rigueur, puisque même l'ECMO, je viens d'en parler, c'est un appareil qu'on aurait pu acheter et faire en profiter nos compatriotes, y compris notre compatriote, le président de la République. Oui. On n'a jamais pensé à ça, donc il n'y a pas de rigueur. Et donc, on n'a pas d'État. Qu'on change ou pas la Constitution, ça ne sert à rien. Et le référendum, déjà en Kabylie, ils sont en train de nous envoyer des images, il n'y aura pas de vote. Dans beaucoup de localités, même si moi-même, personnellement, et beaucoup de gens ne sont pas d'accord, certains bureaux de vote ont été dévastés. Les urnes ont été cassées, les bulletins ont été dispersés, il n'y a plus de... Ils l'ont fait savoir clairement, nous n'accepterons pas ce référendum scélérat. Quelqu'un qui se dit responsable politique et qui observe ce qui se passe en Kabylie, ce qui se passe à Ouirgla, qui triche, qui falsifie des chiffres, n'est pas un homme d'État. Nous avons besoin d'hommes d'État, une vision. Nous avons besoin de bâtir un État. L'Algérie passe par une crise sanitaire, économique, financière et politique. Nous avons besoin d'un État d'institutions. Il va falloir qu'on aille rapidement vers une phase de transition. Moi, je serais d'accord pour qu'on aille vers la Constitution qui a été faite en 89 du temps de Chedi Benjedid et de Moulay Hamrouche. Quelques amendements, un référendum et qu'on l'adopte pendant toute la phase de transition. Moi, je pars du principe que nous sommes malades, gravement malades. C'est peut-être de la déformation professionnelle. L'Algérie est malade. Quelqu'un qui n'a pas réussi à bâtir un État pendant plus de 500 ans, on a affaire à une société qui est en faillite. Profondément traumatisée pour le moment. Malade. On a parlé de la convalescence éventuelle de M. le Président. Il va falloir envisager une convalescence pour la société algérienne et je dirais qu'elle doit être de 15 à 18 ans. Karim Naïtou Slimane. Moi, sur le fond, malheureusement, je ne partage pas le diagnostic notre éminent professeur, parce que dire que la société est malade, ça fait quand même porter beaucoup... C'est ignorer, en fait, la construction politique d'un État. L'Algérie, c'est un État post-colonial. Nous avons subi la colonisation, on s'est libéré en 62, mais il y a une grande différence entre l'indépendance du territoire et la libération des esprits et le départ aussi de la construction d'un État. Et il faut savoir que tout de suite après l'indépendance, l'Algérie est entrée dans la zone qu'on appelle post-coloniale, qui a été sous influence tout de suite après les indépendances par l'impérialisme, par toutes les forces anciennement coloniales qui se sont transformées vers une autre forme de domination, parce que c'est toujours un rapport de force et de domination. Donc, le point de départ de la construction de l'État algérien, et c'est ça l'erreur au départ, au-delà de l'erreur politique, des putsch et tout ça, et de la légitimité et tout ça, mais surtout, l'erreur qui a été faite dans la construction de l'État, dans la vision ancienne, c'est que le peuple n'a pas été impliqué dans la construction de l'État. C'est-à-dire qu'on a créé une république sans son peuple, le véritable peuple. Et depuis 62, jusqu'au... Mais vous parlez du peuple d'une façon passive, c'est comme s'il n'avait pas son mot à dire. Il attend qu'on lui donne, qu'on lui aménage... Justement, Djamel-Din, c'est de là qu'il faut sortir. C'est pour ça que dire... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que la société est malade. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps et on a eu un régime qui est difficile en intérieur. En extérieur, elle est encore plus féroce. Vous voyez ce qui se joue maintenant à l'international. Donc, la société n'est pas malade. Mais maintenant,
depuis le 22 février, c'est ça le grand changement qui arrive. C'est que le peuple, maintenant, pour la première fois, a décidé de se mettre en branle et il a une volonté de participer justement à cette construction de l'État. C'est pour ça qu'il y a une remise en cause profonde actuellement en Algérie des rapports de pouvoir. C'est-à-dire ce que le régime dit, il dit « laissez-moi gérer ». Comme un ancien, laissez-moi gérer, c'est le paternel. Je m'occupe de vos intérêts. Je m'occupe, vous inquiétez pas. Là, on a pour la première fois, on a une génération qui a les moyens, pas la volonté, parce que la volonté, elle était depuis toujours. Mais maintenant, cette génération, elle a les moyens. Pour la première fois, on a une génération qui a les moyens de s'immiscer dans la vie politique. On voit même des jeunes qui sont très loin au départ du cadre politique, qui font de la politique. Le Hirak, je rappelle qu'il est mené par des jeunes, par des étudiants, par des gens qui ne sont pas forcément politiquement structurés, hein, ni encartés d'ailleurs. Du coup, dire que la société est malade, je trouve que c'est très sévère. Mais Karim Naïtoussim, avant de donner la parole à Hussein Jidel, est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître que le peuple algérien est profondément traumatisé? Traumatisé, c'est malade. Traumatisé par ces génération d'occupation, de vandalisme, d'oppression, de massacre, de carnage. Un peuple qui n'a pas eu le temps de faire sa catharsis, de faire sa thérapie collective. Un peuple qui a été dépouillé de toutes les possibilités de décider, qui n'a jamais décidé. Depuis l'indépendance, on peut dire qu'il est profondément traumatisé. Les traumatismes, il y en a eu beaucoup en Algérie, mais dire qu'il s'agit d'une maladie ou d'un traumatisme, je pense que ça désarme le peuple. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une nation naissante. Le peuple algérien, en tant que peuple, depuis 1962, à l'échelle de l'histoire, parce qu'il ne faut pas regarder l'histoire à l'échelle de l'événement, il faut la regarder à l'échelle de son étendue historique, de sa profondeur. La France qu'on voit maintenant, c'est une France qui date. Le Japon, la Chine, les États-Unis ils ont hérité de ce qu'il y avait en Europe. Donc tout ça, c'est ancien. Nous, l'Algérie, ça fait partie quand même. Et d'ailleurs, c'est le même problème qu'il y a partout en Afrique. Mais l'Algérie maintenant, elle a fait quelque chose qu'aucun pays africain n'a fait pour l'instant, depuis le 22 février, c'est que là, le peuple algérien ne revendique rien d'autre à part le pouvoir politique. L'état de droit. L'état de droit, mais le pouvoir politique au départ. La réappropriation. Il dit que maintenant, je ne veux pas de solution extérieure, qui ne vient pas du peuple. Je veux participer à la solution. Et c'est là, quand on va dans les milieux de jeunes, dans les milieux d'étudiants, quand on regarde l'événement vraiment d'un point de vue sociopolitique et même culturel, on voit qu'en Algérie, maintenant, la culture commence à changer. Regardez ce qui se passe maintenant. Par exemple, là, j'ai vu récemment le ministre Haïtali. Le ministre Haïtali, il est allé à Ain el-Hammam, à Michelet, dans les hauteurs de la Kabylie, se croyant qu'il allait parce que c'est sa ville natale, donc oui. il pensait qu'il allait avoir la Zerda et que c'est super et tout. Il s'est fait chasser, mais d'une manière horrible. Pourquoi ? Parce que le peuple de cette région-là, le peuple algérien, un peu partout, à des degrés divers, et c'est là les ajustements qui vont se faire avec le temps, maintenant ne veut pas d'un zaïm, ne veut pas d'un raïs, ne veut pas de solution comme ça. Il veut participer au processus. Donc, il n'est pas malade. À mon avis, politiquement, il vient d'émerger. C'est des pays qui émergent. Mais là, ce n'est pas le pays, c'est la société qui émerge. Du coup, c'est pour ça que pour moi, je préfère ne pas dire société malade, mais c'est une société naissante. Eh bien, peut-être, moi j'entends ce que vous dites, une réappropriation en fait. Ouais. Mais on n'en enlèvera pas le fait que nous soyons profondément traumatisés. Oui, Hussein, et puis je vous donnerai le mot de la fin à Sarab. Moi, je veux dire, je partage l'avis de Karim Slimane, mais je vais encore très loin. Je ne partage pas leur avis que l'Algérie, depuis 500 ans, on a échoué, etc. Moi, je pense que une chose comme ça, une déclaration comme ça, c'est contraire un peu à l'histoire et puis ça peut heurter les gens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des dynasties en Algérie. Il y avait une expérience de gouvernement. Mais attendez, sur le terrain algérien actuellement, sur le territoire algérien, combien de dynasties, des États se sont Non, il parle de la période turque et française. Attendez. Il n'y a pas de dynastie là. Attendez, je reviens à la même turque. Ouais. Le décret entre la convention qui a été signée entre l'Algérie et les États-Unis
pour que les États-Unis payent La régence d'Alger. la résidence d'Alger. Les C'était Turcs. pas C'était au les nom- Turcs. non, 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 Mais c'était au nom du... Non, il faut voir le texte, moi je l'ai vu. D'accord. Au nom du peuple algérien, ce n'est pas au nom du peuple du sultanat turc, etc. Donc, je pense qu'on doit valoriser... Il y avait un peuple, mais il n'y avait pas un État. Comme Attendez. aujourd'hui. Comme Attendez, aujourd'hui, on attendez. a un peuple en Oui, Algérie. je vais Est-ce vous qu'il y a donner un État vous allez aujourd'hui? pouvoir lui répondre. Karim Oui. a utilisé le mot État. Il n'y a pas d'État depuis 60 ans. Bah là, on va rentrer dans les termes et on peut... Hussein, vous Mais pour poursuivez. moi, Là, il y a quelque chose, ça c'est très important. Il y a un État, mais il n'y a pas la nation. L'Algérie, c'est un État-nation. La structure de l'État, elle y est. Boumedienne il a pris le pouvoir d'une manière complètement illégitime. Depuis Boumedienne jusqu'à présent, on a justement un État. La structure de l'État, elle y est. Mais ce qui manque, ce que vous voyez en Europe, un peu partout dans le monde, c'est le modèle de l'État-nation. L'État-nation, l'État y est, la nation, elle arrive. Moi, c'est ce que je vois. Parce que pour faire nation, et d'ailleurs, regardez maintenant, quelque chose qui fonctionnait très bien avant le 22 février, c'était le régionalisme. Ça fonctionnait à merveille pour le régime. 22 février arrive, quelques mois après, ça ne marche plus. Les Algériens se sont reconnus comme peuple d'une nation. Je parle du peuple avec... Alors, on va- Hussein, parce qu'on n'a plus de non, temps, c'est-à-dire, Hussein, on puis parle les Abdel minimalistes et les maximalistes, il y a toujours dans la définition de l'État. Moi, je reviens sur le référendum. Oui, allez-y. Pour ne pas... Oui. Moi, pour moi, le Hirak, c'est quoi? Le Hirak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit deux choses importantes. Changer le régime. Madaniya, ماشي عسكرية. Et puis, il a dit que Tebboul Mzawar, Djabouh al-Askar, ma Sharia. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent avec la Constitution, cette Constitution? Légitimer le pouvoir et maintenir le régime militaire. Exact. Et le peuple algérien, il dit non. Et en plus... Enfin, il n'a pas encore dit non. On attend non, la fin du non, référendum. non, oui, attendez. Voilà. On sait tous que le résultat, il est là. Il est déjà acquis, le résultat. Oui. Hein, C'est sûr. Chengriha, il a dit, le peuple algérien s'est engagé. Al-Khabar l'a mis, il reste quelques temps, 2 jours, pour dire oui. Non, mais le résultat, il est déjà connu, mais le peuple algérien, il dit non. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui a écrit les constitutions, ce n'est pas le peuple qui a dit ce mot. Le peuple ne veut plus de régime militaire avec façade, sans façade. Il ne veut pas de régime militaire, il veut un État civil issu de la volonté du peuple algérien. Voilà le combat d'aujourd'hui. Je sais uniquement pourquoi le 1er novembre. Le 1er novembre, ce n'est pas à eux, ce sont des gens. Le peuple, il a dit, les généraux à la poubelle ou l'Algérie de l'Istiqlal. Ça veut dire ce régime, il est le prolongement du colonialisme. Parce que le colonialisme a privé les Algériens de la liberté, d'être souverains, d'avoir leur État et leurs représentants. Ce régime le fait depuis 62. Depuis 60 ans, donc c'est le prolongement. Et donc ce 1er novembre, ce n'est pas à eux, c'est aux Chouhada, c'est aux petits-fils de l'Arabie Belmehidi qui mènent la révolution depuis le 22 février, et ce n'est pas aux militaires qui provoquent l'Algérie par leur présence dans toutes les sauces. Abdelhak Serrab, ce sera le mot de la fin pour passer à la deuxième partie de l'émission. Pour moi, l'Algérie ressemble à une grande famille de 42 millions de personnes qui a un lot de terrain qui fait 2 300 000 km². À chaque fois qu'on s'approche pour bâtir une maison, pour abriter cette famille de 42 millions, il y a le père, l'autorité, qui dit « si vous vous approchez de la maison, je vous casse la gueule ». C'est l'armée. Dès que vous vous approchez pour bâtir la maison Algérie, on nous dit on est là pour protéger une maison qui n'existe pas. C'est l'État qui n'existe pas. Et dès qu'on s'approche, en dehors du père, il y a les enfants. Il y a celui qui veut mettre une couleur verte à la maison qui n'a pas encore été bâtie. Il y a celui qui veut mettre une couleur rouge ou bleue à la maison qui n'est pas encore bâtie. Et on est comme ça depuis maintenant 500 ans au moins. Je ne parle pas des Fatimides, je ne parle pas des décès sur Maroc. Oui, voilà. Je parle de ce peuple qui s'appelle le peuple algérien, c'est 42 millions, et ce territoire de 2 300 000. On doit bâtir une maison qui s'appelle l'Algérie, l'État algérien. On ne l'a pas bâti. Nous ne sommes pas encore nés, nous sommes encore en gestation. En gestation. Voilà. On a une autorité qui refuse qu'on s'approche du lot de terrain pour bâtir la maison, et on a des enfants. Mais c'est la thèse colonialiste aussi, attention. C'est la thèse colonialiste qui disent que le peuple algérien n'a jamais existé, la nation algérienne n'a jamais existé. Il y a des facteurs extrinsèques. Moi, si vous avez la nation n'est pas encore... La nation, le colonialisme. il va falloir bâtir cette maison.
Oui, je suis d'accord. Mais toutes les expériences, tous les États, toutes les dynasties qui étaient sur le territoire algérien, ce n'est rien, ce n'est pas une expérience. Vous pensez que la France, elle s'est constituée à partir de quoi? Mais Toutes les nations. Hussein, les dynasties qui ont existé, elles n'ont pas existé dans le Sur une territoire partie du algérien territoire. tel que Sur une configuré. partie du territoire. Les Zianides, ils ont été quelque part, les Hafsides ailleurs, les Morabitoun ailleurs. Non, on va compter que l'Algérie ailleurs. Vous parlez des dynasties maghrébines, qui est un vaste ensemble. Uniquement algérienne, on ne va pas maghrébine. Mais Uniquement algérienne. l'Algérie, sans parler de sa configuration géographique actuelle, Oui. telle que tracée par le colonialisme. 11 États, 11 dynasties se sont constituées sur le territoire algérien actuel. 11. Ah ben, Je ne parle pas de il Maghrébine. faudra nous en 11. convaincre. Ah oui, mais bon, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. C'est pas du... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Quelles sont les 11? Dites-nous, par exemple. Premièrement, Une seule dynastie Les Rostamides. Les Rostamides ont eu le Maghreb central, qui n'a pas été La plus loin que Biskra. Les Hamadites, la capitale, c'était Tiret. Non, pour les c'était Rostamides. d'abord Msila. Les Hamadites, c'était Djaya Msila. Encore. Alors, les Morabitides. Les Morabitides, c'est le sud marocain mauritanien qui ont régné sur tout le Maghreb. Non, le fondateur, ce n'est pas un Algérien. Ils n'étaient pas dans les montagnes. Ah non. Ah bon? Le fondateur vient du sud marocain. Ah bon? La région de Marrakech. Ibn Toumart, ce n'est pas un Algérien? Non. Ah bon? Le Toumart vient du sud marocain ou mauritanien. Ah non. Bon, je ne suis pas historien. Vous allez vérifier dès que vous serez sorti sur Internet. C'est très facile maintenant. L'essentiel. Un mot de la fin pour chacun, 1 minute chacun, parce que nous devons recevoir d'autres invités depuis l'Algérie. Je pense que je préfère terminer sur ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez dit, et j'aime bien comment M. Salab s'est... Et par la suite, par la réflexion, on a accouché d'une idée qui était meilleure que celle du premier diagnostic. Donc là, le peuple algérien n'est pas malade, il est en gestation. Je pense comme vous. Mais nous souffrons d'un profond traumatisme dont il nous faut faire la... Mais je rajoute aussi une citation de Nietzsche. Oui. Toute situation de faiblesse est une occasion de force. Donc nous, c'est une épreuve. Et on doit faire preuve maintenant de force. Merci beaucoup. Pour rester optimiste, je dirais que l'essentiel, ce n'est pas de ne pas tomber. L'essentiel est de se relever à chaque fois qu'on tombe et qu'on avance. Parfait. Hussein Jidel. Moi, je dis que le peuple algérien, depuis le 22 février, il est en train d'écrire l'histoire. Il continue d'écrire. Au moment où le régime manifeste la médiocrité, l'incapacité, le peuple algérien invente les idées, invente le discours politique, propose une solution, propose de l'espoir et de l'avenir, alors que ce régime nous propose du passé et nous propose de la géantocratie. Exact. Merci Hussein Jidel, merci Karim Naïtou Slimane, merci Abdelhak Sarrab. Nous allons regarder quelques images, puis nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons recevoir des appels d'Algérie notamment pour nous dire un peu ce qui se passe dans notre pays. Merci, à tout de suite. يعيش سكان بادية القرارة الحمراء بسيدي مخلوف على تربية المواشي والفلاحة، ولعل ربط هذه المنطقة ببعض الخدمات الحيوية من كهرباء وشق للمسالك وما ساهم في استقرارهم بعدما كانوا بدوا رحل. تتسع رقعة ساكنة هذه البادية وتتزايد معها المطالب في تحسين ظروف الحياة. من ناحية الكهرباء، من ناحية النقل المدرسي، من ناحية المسالك الريفية، هذه حوايج شوية. مازال مطالب، مازال خاص. الغاز كان. ولأنها منطقة نائية فهي معنية بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور عبر المكاتب المتنقلة التي انطلقت صبيحة اليوم وفق بروتوكول صحي يراعي ظروف الجائحة. نديروا في الواجب نتاعنا نودوا فيها وخلاص. نتمنى لها ان شاء الله العماره ونتمنى لها ان شاء الله الهدوء وان شاء الله ربي ينحي لنا هذا الوباء ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون
Rebonsoir mes chers amis, nous allons donc reprendre cette émission où nous allons parler avec des invités qui viennent surtout d'Algérie et que nous essayons de joindre. C'est très difficile. Et donc nous allons parler de cette affaire de M. Tebboune qui a été évacué dans un état, nous dit-on, critique vers un hôpital allemand. Nous parlerons du référendum qui a déjà commencé hier et aujourd'hui avec les itinérants. Et aujourd'hui en France avec la communauté. En France et un peu partout dans le monde où il y a la communauté, où se trouve notre communauté qui a été appelée à voter et dont les témoins présents dans les consulats nous ont dit qu'il y a quasiment une abstention qui dépasse de très loin celle du 12 décembre. C'est dire, celle du 12 décembre qui n'a connu deux chiffres même des autorités algériennes qu'une participation de 8 à 9%. Alors, معنا بدر الدين قرفة بدر الدين قرفة cadre du FIS. Merci d'être avec nous, Badr el-Din Guerfa. C'est moi qui vous remercie, Jamaldine. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Merci. Et tahiyya laka et à tous les Algériens et les Algériennes qui nous écoutent et à tout le monde. Merci beaucoup. Badr el-Din Guerfa, d'abord, votre sentiment sur cette évacuation de M. Tebboune? Avant de parler de l'évacuation de M. Tebboune, on aurait aimé participer à la première tranche de votre émission sur l'Algérie, l'État, la nation, les dynasties. Ça sera pour une autre fois. Inch'Allah, il y aura d'autres occasions. Alors, maintenant, l'évacuation de M. Tebboune. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que c'est une fatalité pour les Algériens à chaque fois parler de nos gouvernants malades, de nos présidents malades, au lieu de faire des débats pour construire l'Algérie, pour s'émanciper, pour avancer, on est là à spéculer ou à faire des pronostics. Tebboune, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Bon, maintenant, les informations qu'on a au compte-gouttes, c'est que c'est un président malade. Voilà. C'est un président malade et c'est le résultat. Tout à l'heure, en écoutant vos invités, je me suis permis de penser à la justice divine. L'adal al-ilahiyya. Un de vos invités en a fait référence. Quand le président Bouteflika, بقى لاصق في الكرسي تاع la présidence et qui ne faisait le premier mandataire que les discours, il ne s'arrêtait pas de parler, la justice divine a tranché et il est resté finalement sur une chaise et il ne pouvait pas parler. Maintenant, à la pandémie, kif, ils ont tout le le peuple algérien a décidé d'une façon très courageuse d'arrêter le Messilet parce qu'il y avait un danger pour les Algériens et les Algériennes, le virus que tout le monde ne connaissait pas vraiment. Ils ont profité des lois répressives, ils ont profité d'une façon sélective. Les UNES qu'ils ont connus, qu'ils ont depuis plus d'une année et demie, des femmes, c'est des hommes, c'est des femmes, ou et ben la justice divine kif. Mais Badr el-Din Guerfa, excusez-moi, quand on parle de justice divine dans des cas comme ça, mais tout le monde peut tomber malade, tout le monde peut mourir. Donc le mleh kima al-qbah, je crois que, je ne sais pas, moi personnellement ça me choque quelque part d'entendre parler de justice divine comme si le bon Dieu n'était là que pour... S'il voulait, le bon Dieu, ne pas laisser ces gens-là sévir comme ils l'ont fait pour ne pas avoir à les punir d'être malades, il les aurait tout simplement empêchés d'arriver à nos têtes et de nous opprimer, de nous tuer, de nous torturer, de nous piller, etc. Pourquoi parler de justice divine là où il y a simplement maladie? J'en parle parce que, comme a dit nous tout d'un, pour ouvrir une porte, il faut une clé باش تحل الباب. Il faut une clé باش تحل الباب, c'est Jamaldine. Parce que
Rabbna subhanahu, il n'est pas là, on est là, on fait des actes, on travaille. Le peuple algérien, je suis sûr que je dis quelque chose qui... Les Ishna, depuis 62, il y a eu des militants, des dizaines, des centaines de militants de différentes tendances qui ont travaillé, qui ont essayé de faire quelque chose pour ce pays. Souvenez-vous de l'université, les années 60, 70, 80 jusqu'à 90, الناس خدمت, الناس تعبت, الناس عطت السجود, الناس تخطفت, etc. Et le peuple algérien a fait un grand saut pour construire un nouvel État. Le 22 février 2019, الشعب الجزائري دار tout ce qu'il a pu. Maintenant, au moment où le peuple algérien a décidé d'arrêter le Massilat pour le bien du peuple algérien, je pense que la justice divine, il est là, il est malade. La vitrine civile, elle n'est plus là. Et là, on est dans une situation où le chef du Conseil de la Nation, il est par intérim, le président, il est en Allemagne, la suite qui fait un parlement croupillon, etc. Et le peuple dans la rue. Et le référendum auquel votre parti que votre parti a appelé à boycotter de façon active, et il semble, en tout cas la Kabylie a déjà manifesté visiblement, publiquement aujourd'hui sa volonté de ne pas voter. Qu'est-ce qu'il en est du reste du pays? En tous les cas, pour ce qui est des itinérants, des nomades qui ont commencé à voter, on nous rapporte que les gens ont été obligés, à la sortie de l'isoloir, de montrer l'autre bulletin, ça veut dire le non, pour prouver qu'ils ont voté oui. Et beaucoup d'autres irrégularités dont on parlera au moment venu. Mais sinon, vous qui êtes en Algérie, quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens comptent aller voter ou non? L'ambiance est à l'union. Je vais vous donner un exemple. Un groupe de manifestants, hirakistes, hommes et femmes, qui sont depuis 3 jours en Kabylie et ils manifestent, ils chauffent les vidéos. Donc, on est en train de gagner, le peuple algérien est en train de gagner. Ce qui se passe en Kabylie, il faut le dire, alhamdoulilah, tout le monde sait que la Kabylie, c'est une réalité historique, elle est en avance. Les veilles politiques et les Algériens, tous les Algériens, je suis une pédagogie pour les autres, mais là où je suis, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est pire, comme le disait votre invité tout à l'heure, SCA, c'est pire que pour le régime. C'est pire que le 12-12. Les Algériens ne voteront pas. Les Algériens ne vont voter dans la grande majorité. Les Algériens veulent autre chose. Les Algériens ont fait Taura haqiqiya, même s'ils ne sont pas par millions dans la rue maintenant. Les Algériens مصممين ما يفوتيش. عمال يفوتيو. الشعب فاهم علاش يفوتي. الشعب تهضر مع عجوز مع مرأة مع طفل مع كبير مع صغير فاهمين بأنه هذا النظام موريبون، هذا النظام المتسلط على الشعب الجزائري قاعد يستعمل الكوفيد باش يضرب الجزائر. يكسى يزون كومبلي كو ولادهم في الدستور هذا راح يقعدوا يبعثوهم يخدموا في بلاصه الفرنسيس كي سون que le peuple malien قاعد يمانيفستي ضدهم باش يروحوا ولادنا يحاربوا في بلاصه فرنسا يفون de la sous-traitance بولادنا. الشعب فهم هذا. الشعب إذا كومبلي كو العسكر لي ريجيم ميليتير اللي داروا عندهم فساد سيفيل بلا دستور اليوم فهم في الارتيكل 30 والالينا 4 بلي راهو الان دستوريا النظام العسكر عندهم الحق باش يدافعوا عن الامور الحيويه واستراتيجيه تاع البلاد، يعني يدخلوا في قضيه الماء، في قضيه السياسه، في قضيه البترول، في قضيه فوالا. Merci Badreddine Guerfa, au plaisir de vous revoir avec nous. Lamia Boudissa, le docteur Lamia Boudissa, médecin et activiste hirakiste. Merci d'être avec nous, Lamia Boudissa. Merci pour l'invitation, M. Benchinouf. Merci beaucoup. Alors, Lamia Boudissa, je vais d'abord
commencer à vous demander de nous dire des nouvelles du Covid en Algérie, dont on entend dire qu'il y a une véritable explosion un peu partout dans le pays, que le nombre de déclarés est de plus en plus important, que les hôpitaux sont pleins, que les médecins sont débordés, que les moyens manquent cruellement. Au moment où M. Tebboune se fait évacuer en Allemagne dans un avion hyper sophistiqué, dans le meilleur hôpital allemand, etc. etc. Lamia Boudissa. Écoutez, effectivement, le nombre est en train les cas de Covid sont en train d'exploser. On n'arrive plus à gérer. Au début de la pandémie, on hospitalisait quand même les personnes qui étaient tarées, qui avaient des maladies chroniques. Là, généralement, j'ai le frère d'une amie qui n'est pas très vieux, qui a la soixantaine, diabétique, hypertendu, qui a beaucoup de tard, qui a 70% chez lui. Hein. Au début, non, on avait quand même peur. À 70%, une personne tarée, on l'hospitalisait. Pour vous dire, le nombre qui est en continuelle croissance et on n'arrive plus, sincèrement. En termes de prévention, d'épidémiologie, de statistiques, de suivi, de traitement, de moyens mis en œuvre, est-ce que tout va bien? Écoutez, sincèrement, je ne vous dirai pas ça. Sincèrement, parce que beaucoup de personnes maintenant consultent à titre privé. Donc, il n'y a pas vraiment de déclaration, comme vu. Beaucoup de personnes maintenant, on ne va pas se mentir, beaucoup de personnes vont faire leur scanner à titre privé aussi, parce qu'au niveau de l'hôpital... Pardon, je n'ai pas très bien compris. Beaucoup de personnes vont faire leurs examens et leurs scanners chez des privés avec leur argent? Ben oui, le scanner, les analyses, maintenant pratiquement tous les laboratoires font des analyses. Il y a un seul laboratoire qui fait les analyses antigéniques. Il est au niveau de la capitale, au niveau de la région de Ruisseau, du quartier de Ruisseau. Donc tout le monde s'y oriente, hein, parce que les gens n'ont pas le choix. Donc pour pouvoir suivre et voir l'évolution de la maladie, on est obligé de faire des scanners, on est obligé de demander des analyses. Donc voilà, donc moi sincèrement, les études épidémiologiques avec des malades qu'on n'arrive pas à gérer, je ne pense pas qu'on puisse les faire. Hein. Et au niveau de la prise en charge? Au niveau de la prise en charge, je vous ai dit, beaucoup de personnes sont prises en charge de manière, chez le privé, parfois de manière aléatoire. Non, je parle des personnes qui sont admises à l'hôpital. Est-ce qu'elles bénéficient, elles jouissent d'une prise en charge adéquate, suffisante? Suffisante, je ne vous dirai pas ça, mais je vous dirais que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire du mieux qu'ils puissent. Mais je ne pourrais pas réellement vous dire que c'est une prise en charge qui est au top, parce que avec l'état de nos hôpitaux, l'état de nos réanimations, il ne faudrait pas... Voilà, et le personnel médical et paramédical, il n'est pas dépassé? Il arrive à gérer? Écoutez, à un certain moment, on arrivait à respirer, on a soufflé, là, ça reprend. D'accord. Alors, écoutez, c'était prévisible que ça reprenne, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a eu la réunion du FLN, la réunion du RND, il y a des mariages un peu partout en Algérie. On invite, on a les invités, c'est les bous-bous. Donc, et là, il y a le vote. Et là, il y a le vote. Oui. Oui. Ben oui. Parce qu'on a fait croire aux gens que le Covid était derrière nous. Oui. Quand on interdisait, on en a déjà discuté, quand on interdit aux gens d'aller à la mosquée, parce que c'est soi-disant le Covid, mais c'est beaucoup plus pour éviter qu'ils ne se rassemblent pour pouvoir sortir le vendredi. Et quand on donne des autorisations au FLN, au RND, et qu'on interdise au RCD de faire des réunions, là, on comprend tout. Hein. Il ne faudrait pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre la chose. Alors, il y a un chiffre que je n'arrive pas à... Enfin, une analogie, une comparaison. En France, où la population est de 70 millions à peu près,
où c'est un État développé, où ils ont des moyens, où il y a un confinement très sévère, où c'est très suivi, où il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de soins, beaucoup de dépistage. Ils sont arrivés à 40 à 50 000 de cas par jour. Alors, chez nous, en Algérie, il y a à peu près 44 millions d'habitants. Disons la moitié de la France, allez, à la louche. Normalement, avec le manque de moyens, manque de dépistage, avec l'incivisme régnant, avec la pagaille, disons-le, normalement, on devrait être un peu de la moitié de la France. Or, nous, eux, ils ont 50 000 cas par jour. Nous avons 300 cas déclarés. Ça ne vous semble pas bizarre ? 300 cas, c'est rien. C'est parmi les taux les plus faibles du monde. Écoutez, c'est sûr que c'est bizarre, mais vu le nombre de personnes, les personnes déclarées sont des personnes PCR positives. Oui. Les autres, nous, généralement, quand un malade arrive à l'hôpital ou en consultation, généralement, c'est pas tous des gens, c'est pas des malades très graves. Donc automatiquement, on les traite. Mais on n'a pas la preuve, c'est-à-dire épidémiologique, on n'a pas le PCR positif. On les traite comme si c'était des Covid. C'est de l'apeuprisme. L'apeuprisme. Alors, pour ce qui est du cas d'évacuation de Tebboune, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en tant que médecin, en tant que citoyenne ? Écoutez, en tant que citoyenne, j'aimerais bien qu'il y ait 42 000 de présidents en Algérie. Je pense que vous avez compris l'allusion. Ça veut dire pour que tout le monde jouisse des mêmes privilèges. Bien sûr. Écoutez, tout Algérien a le droit d'être traité convenablement. Oui. On n'a pas besoin d'être président pour pouvoir jouir de ce bénéfice-là. Oui. Je suis désolée. J'ai eu un papa qui en a souffert pendant 9 ans. Et ce n'était qu'un AVC. Et quand monsieur le Tebboune... C'était une chambre de réanimation. Pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. C'est pas grave. Je vous disais que chez nous, c'était une chambre de réanimation pendant 9 ans. Heureusement qu'il a eu la chance d'avoir un enfant, enfin, une fille médecin. Il avait une femme qui a travaillé, qui avait une pension, il avait sa pension, il avait 5 gosses qui pouvaient travailler, être pratiquement bien financièrement pour pouvoir le prendre en charge. Si vous avez un petit vieux qui n'a qu'une seule pension, il ne pourra pas tenir 3 jours. C'est ça le problème. Parce que quand vous êtes obligé d'acheter une bonbonne d'oxygène, un aspirateur, vous êtes obligé d'acheter le lit d'hôpital, le matelas anti-escar, vous êtes obligé d'acheter le scope, vous vous retrouvez avec des dépenses qui dépassent les 200 000, 250 000 dinars mois. Oui. Et c'est pas tous les Algériens. Moi, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'étudier, d'avoir un certain salaire, moi et mes frères et sœurs, mais c'est pas tous les Algériens qui pourront le faire. Et je vous parle que d'un AVC. Oui. Et des AVC, on n'hospitalise pas du tout. Et c'est ce qui se passe maintenant pour le Covid. À la limite, merci beaucoup, Dr Lamia Boudissa. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec nous, Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très bien, c'est Jamal. Tous les auditeurs et tous ceux qui suivent actuellement avec nous à Oras TV, votre émission en particulier. Merci beaucoup. Alors, Aïssa Rahmoun, d'abord sur la situation de M. Tebboune, qui nous avait dit, rappelez-vous, que l'Algérie disposait du meilleur secteur sanitaire d'Afrique et du Maghreb, ou habba men habba kariha men kariha. Et nous connaissons la suite de ce qui lui-même est arrivé. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce retournement de l'histoire? Tout d'abord, il faut être humain, d'échaffer, le fait amro, en particulier, ou l'ado. Ça reste un aspect humanitaire et de vice-cœur. On souhaite
on ne peut pas souhaiter pire maladie à son adversaire, à son adversaire politique réellement. Mais il y a la maladie du chef de l'État, Tebboune Abdelmadjid, nous rappelle la fresque et la toile combien importante et significative de Leonardo da Vinci. Les deux doigts qui se rencontrent entre Abdelaziz Bouteflika et Abdelmadjid Tebboune. Une passation de consignes en termes sanitaires, en termes médicaux, qui se font soigner à l'étranger, tout honte bu, tout voile écarté et toute voix élevée pour dire que le système sanitaire algérien est le meilleur en Afrique, voire même au monde arabe, et qui par désolance et par le désenchantement populaire vient nous apporter le contraire de ce que nos chefs d'État, nos responsables apportent comme contradiction, comme réceptacle de déception chez le citoyen algérien, pour dire en fin de compte, Ntouma, باتوا تما باتوا مع الظلام باتوا مع الحقرة باتوا مع le non-droit باتوا مع la non-situation sanitaire وحنا نروحوا لهيه au-delà de nos frontières pour se faire examiner, pour se faire ausculter, pour nous faire soigner par des hôpitaux qui sont vraiment assez compétents en disant au monde entier qu'on a les meilleurs hôpitaux en Afrique et au monde arabe. Voilà le résultat. Le résultat, c'est à la base, dans les procès criminels, le procès correctionnel, l'adilla, la preuve, le karina. Le karina, c'est les indices palpables, touchables, qu'on pratique au quotidien parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus, comme disait Mouloud Hamarouche, les faits sont têtus. Et un fait qui est têtu parmi ce racambolage existentiel, ce déni de droit est là. Même si on a les meilleurs hôpitaux en Afrique et au monde arabe, et on voit réellement, à contrario, nos chefs autoproclamés ou désignés se font soigner au-delà de nos frontières. Et c'est ce qui désenchante, c'est ce qui malenchante le peuple algérien. On est. Et le régime Issa Rahmoun va se retrouver devant un sacré problème, une sacrée crise. Parce que apparemment, il est très gravement malade. Et donc, dans le meilleur des cas, s'il revient vivant, il reviendrait très diminué, incapable d'assumer immédiatement ses fonctions, avec une période de convalescence probablement très longue, ce qui fait que nous allons devoir vivre affaire Bouteflika saison 2, quoi. C'est à peine peut-être s'il ne sera pas dans le même fauteuil roulant, c'est à peine si on ne va pas lui trouver un autre Saïd et un autre Gaïd pour nous dire tous les jours qu'il a fait ceci, qu'il a signé cela. Oui, tout à fait. Vous savez, Sid Jamal, j'adore vraiment vos chroniques, vos introductions au débat, sans complaisance aucune. Mais je dirais que j'ai présenté la situation en termes de tableau artistique de Leonardo da Vinci, des deux doigts qui se rencontrent, Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune. Voilà une passation de consignes du même système. Voilà l'effet subi par les Algériens. Réellement, à la balle qu'il chauffe Lyon dans les chaînes de télévision de l'État, du système, du régime, parce que les chaînes de télévision de l'État, c'est censé être des chaînes de télévision du contribuable, d'un citoyen qui contribue dans ses impôts, avec une transparence de gestion, avec des règles de fonctionnement, de vigueur, où le citoyen peut demander des comptes à l'UNTV, par exemple. Mais on se retrouve devant des situations absurdes. C'est vraiment l'absurdité chronique d'un régime qui ne veut pas se remodeler,
qui est dans le caïsme total. Le système n'a pas changé depuis les années 60. Le système ne veut pas changer réellement. أنا نقول لك حاجة عبد المجيد تبون je le dis clairement il avait devant lui deux choix soit تدخل للحبس à l'occasion de procès de corruption soit تولي راهب. Il a choisi la deuxième voie. Il a choisi la voie de devenir président de la République. Il a choisi la voie de devenir le désigné de l'état-major de l'armée. Que ça soit clair. Il avait en face de lui son fils qui était en prison. Tous les Algériennes et les Algériens le savent. Et en face de lui, il avait une situation que si tu veux sauver ta famille réellement, tu dois devenir président. Il a accepté le deuxième choix. Il n'a qu'à subir ses choix. Réellement, c'est ça la question qui se pose réellement au régime algérien et en particulier le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. La passation de consignes survient en termes de déliquescence de l'État en termes général, de déliquescence du régime en termes général. Nous pouvons dire une chose, que le peuple algérien a gagné face à ce régime. Le peuple algérien a gagné beaucoup de pas, beaucoup de mètres, beaucoup de kilomètres dans la construction de l'état de droit. Et le régime actuel est un régime moribond, est un régime qui est finissant. C'est un régime qui ne peut plus donner d'alternative au peuple algérien. C'est ça l'équation qui se passe. Aïssa Rahmoun, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, votre sentiment sur ce référendum qui semble être rejeté par tout le monde, y compris par la communauté algérienne à l'étranger. Et en Algérie, il semble que les Algériens se préparent à bouder massivement cet autre vote scélérat. Vous savez, le suffrage universel en Algérie n'a jamais été respecté depuis l'indépendance du pays. Depuis le 19 septembre, date de l'invasion du régime des frontières, du régime de Boumediene et ses compères en direction d'Alger. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Et du coup, on ne peut pas imaginer aujourd'hui où nous sommes la victoire du régime quant à cet événement qui est important. Vous savez, j'ai deux grands-pères, un qui est Moudjahid, un qui est Shahid de la révolution algérienne. On est tous liés à la date du 1er novembre. C'est l'échec du régime, c'est la victoire du peuple, en fin de compte. La victoire du peuple en termes de... parce qu'ils veulent, et là il faut s'arrêter un peu face à l'histoire, il faut se regarder l'histoire face à soi-même, face à ce qu'on est comme peuple algérien. Le 1er novembre est une date très symbolique, c'est une date très importante pour le peuple algérien. C'est pas au régime actuel de galvauder, de mettre à côté cette dette importante pour les Algériens, pour nos aïeux, pour la mettre dans le standard du régime algérien. Le 1er novembre constitutionnel, comme elle est perçue par le régime actuel, est le 1er novembre de nos aïeux, notre histoire, nos symboles de l'histoire qui nous projettent pour l'avenir, n'est pas la même chose. En attendant, j'avais écouté quelques-unes de vos interventions. Il faut qu'on arrête de diviniser réellement les événements qui se passent en Algérie. ونقولوا كما يقول ربي يرحمه يدير لو شونتور ارتحلوا في ان شاء الله حتى نبراو من كلمه ان شاء الله خليونا من هذه العباره يا جماعه الخير. On est dans une vie positive où bien sûr les religions peuvent intervenir, mais pas dans un fonctionnement positif, dans un fonctionnement constructionnel, constituel, dans un fonctionnement qui est normal, qui répond à la construction d'un État normal. Et puis, il faut qu'on arrive à sortir des sentiers battus. Le 1er novembre, ça reste la date des Algériens, ce n'est pas la date du régime algérien. Merci, Aïssa Rahmoun. Dernière intervenante, le docteur Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Merci. Même si pour moi, au début, je me suis dit, c'est tellement un non-événement, mais dès que j'ai entendu c'est Jamel Din Chenouf, je me suis dit non. Notre ami Jamel Din me manque beaucoup, donc je réponds avec plaisir et ça me fait plaisir d'avoir été invité par vous. Merci beaucoup, Amira Boraoui. Je suis touché. Amira Boraoui, d'abord, vous en tant que médecin, ensuite en tant que militante, hirakiste, quand vous avez appris que M. Tebboune s'est fait évacuer de cette façon, 5 étoiles, j'allais dire, vers le meilleur hôpital allemand à bord d'un appareil ultra sophistiqué, lui qui nous avait dit le secteur de la santé algérien est le meilleur d'Afrique et du Maghreb, qu'est-ce que vous avez éprouvé comme sentiment? Alors bon, bien sûr, je souhaite un prompt rétablissement au monsieur, comme à tous les malades, mais je me suis dit, d'abord j'ai souri et ensuite je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont débiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont une occasion de donner un signe d'un changement positif, ils tapent à côté. Ils tapent à côté, puis ils sont là dans un esprit comme des années 60 où il y a des gens qui ont pris le pouvoir et qui ont créé des Algériens de première et de seconde zone, ou comme sur le Titanic, ceux qui sont en première et en deuxième classe. Je me suis dit, ils ont eu l'occasion en or de dire au Mali, à chaque fois qu'ils nous convoquent, les commissariats et les tribunaux, ils nous parlent de Rams Doula, ma Rams Doula. Ils ont eu l'occasion de prouver que Rams Doula, cette fois-ci, et voici une preuve du changement, qui va se soigner chez lui. Et il n'y a aucune différence et aucun plus du traitement du Covid en Allemagne pour ce monsieur, cet individu qui ici peut se faire traiter à Enadja dans l'hôpital militaire ou dans un autre hôpital parce qu'ils peuvent lui créer une structure à lui qui sera sécurisé, il sera traité exactement de la même manière avec le même traitement. La seule différence c'est كيما هذيك تاع انا صبات شريته من الالمان والاخر صبات من اسبانيا. C'est-à-dire مازال في العقليه تاع les années 70 qui est ridicule. Il aurait été traité de la même manière à Enadja et peut-être même. Mais peut-être qu'il n'a pas que le Covid, Amira Boraoui. Peut-être qu'il a autre chose. Là, on peut encore spéculer, mais même s'il a autre chose que le Covid, on a des médecins assez compétents. Et entre nous, l'hôpital militaire est très très bien équipé. Et ils auraient pu, même s'il manquait d'équipement, ramener l'équipement, mais prouver que Rams Doula, cette fois-ci, Dawahna fi Bladou. Ça m'a rappelé une petite anecdote. Vous savez, Hamid Farhi, que vous connaissez, du MDS. Oui, il avait passé sa première nuit d'hôpital. Le pauvre, il est décédé peut-être 2 semaines avant le déclenchement de la révolution du 22 février. Vous savez, quand on m'avait appelé, qu'on m'avait dit qu'il avait passé sa première nuit sur une chaise d'hôpital à Mustapha, et ensuite il a traîné sur un brancard à Pnimsous. Moi, je m'étais déplacée là-bas pour essayer de supplier tout le monde, pour essayer de trouver un lit, parce qu'il y avait des problèmes de lit, etc. Il y a une amie qui est médecin en France, qui m'a contactée et elle savait à quel point j'étais attachée à Hamid Rabbi Rahman. Elle m'a dit, écoute, mets-le juste dans un avion. Elle m'a dit, mets-le juste dans un avion. J'ai transmis le message, Hamid, en connaissant la réponse d'avance, parce que je connais trop Hamid, je connais le militant. Hamid, voilà, il y a docteur Flana, elle dit, mais Amira, comment tu oses me proposer une chose pareille, me connaissant? Allez, comment je milite ici avec mon peuple pour une cause baina où tu trop limite batinin motlé alors que Chabi ana نحب يداوي كيما ولاد الشعب ونموت كيما ولاد الشعب. Et il a fini par mourir non pas par incompétence des médecins, mais parce qu'il avait une maladie grave. C'est-à-dire que le cheminement de la pathologie de M. Tebboune et sa guérison, ou pas, mais j'espère qu'il va guérir et qu'il va aller mieux, aurait eu le même résultat que ce soit à Enadja
ou en Allemagne. La seule différence, c'est qu'on prouve encore une fois qu'il n'y a pas eu de changement de 1, et de 2, on a le comportement toujours des républiques bananières, celles contre lesquelles ce système-là est rejeté par le peuple. Et c'est dommage, parce on se dit, mais qui conseille ces gens? C'est pas possible. Avec quoi réfléchissent-ils? À chaque fois qu'ils ont l'occasion ou une petite marge de manœuvre pour aller de l'avant, pour essayer de gagner des points, surtout que le 12-12 a été fortement rejeté par le peuple algérien. Donc lui, au début, la seule phrase qu'il a eue de positive, disons, c'était « je tends la main au Hirak ». Et à ce moment-là, il y a eu une partie des Algériens qui se sont dit « on va attendre pour voir ». Moi, je me rappelle, je crois que c'était le 9 décembre, 2-3 jours avant les élections présidentielles, j'étais invitée à la faculté de Béjaïa pour donner une conférence et j'avais dit c'est un fait, le 12-12, Tebboune sera président de la République. C'est-à-dire qu'il est imposé. Ils ont décidé, avec très peu de légitimité, mais de le mettre al-Moradi. Et justement, Amira Bouraoui, à propos d'élections, et ce référendum qui doit avoir lieu demain, les Algériens ont été appelés à venir se prononcer. Quel est le climat à Alger? Quel est le climat au sein de la population? Est-ce qu'ils vont aller demain voter, les Algériens? C'est pas le sentiment qu'ils donnent, les gens avec qui on discute, et je ne discute pas qu'avec des militants conscientisés, même l'Algérien lambda, c'est-à-dire que c'est tellement un non-événement, c'est-à-dire qu'on va vivre quoi demain, la suite de la mascarade, remake du 12-12, c'est-à-dire que demain, ils vont remplir des bus, emmener des gens des casernes pour montrer qu'il y a eu du monde et qu'il y a eu un afflux et que ça a voté, montrer ça à la télé. J'espère juste qu'on n'aura pas à courir derrière un cercueil 2 jours après, parce que vraiment, je n'éprouve aucune haine pour M. Tebboune. Au contraire, je le trouve sympathique, mais vraiment pas à sa place et très, très mal conseillé. Pas lui en tant qu'individu, bien sûr, c'est tout un groupe, mais on se dit, mais c'est pas possible. Où ont-ils la tête? À chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire mieux, ils font pire. Ce n'est pas possible. Le problème de l'Algérien aujourd'hui, c'est autre chose. C'est vraiment pas... Déjà, vous savez, monsieur Benchenouf, moi, mon avis personnel, à propos de cette constitution, déjà quand il y a eu la crise du Covid, la constitution n'était plus d'actualité à ce moment-là. On était dans autre chose. On n'a eu ni l'occasion de pouvoir d'en débattre, ni de pouvoir, c'est-à-dire déjà que lui, il a été mal élu et une légitimité vraiment affaiblie, mais ils ont eu l'occasion de prendre des décisions idoines pour essayer de prouver ou apporter la confiance. Il y a un manque de confiance chez l'opinion, et l'opinion se détourne de tout ce que peut faire le pouvoir parce que justement il y a un manque de confiance. Ce manque de confiance aurait pu être travaillé avec une équipe qui a une matière grise et qui puisse laisser au moins l'alternative se faire de manière progressive. Au lieu de ça, on a eu droit à quoi? Les procès, on va dire des polémiques stériles. À chaque fois, on est convoqué pour rien. Voilà, ils n'ont rien fait en fait pour que on puisse avoir au moins l'odeur de l'Algérie. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci Amira, au plaisir de vous retrouver. Merci Hussein Jidel, merci Karim Naïtou Slimane, merci Abdelhak Sarrab, merci Badreddin Gerfa, merci Aïssa Rahmoun, merci Lamia Boudissa, merci Meziane Marianne que nous n'avons pas pu joindre, et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. La couverture spéciale continuera demain, assez tôt le matin, aux environs de 9h, 10h. Je vous dis, bqaw ala khair, bislama, wa rabbi jib al khair.